Paris, capitale du royaume, est une poudrière où habitent environ 220 000 habitants, dont une minorité huguenote, influente mais impopulaire. La ville étant massivement catholique, ses prédicateurs y attisent une haine contre les hérétiques. Ce sera à travers ce climat tendu qu'un événement va survenir et servira de détonateur à l'une des plus grandes tragédies de l'histoire française. Le 22 août 1572, soit seulement 2 jours après le mariage de sa sœur, Charles IX donne son accord pour un attentat contre Coligny. Un arquebusier embusqué tire sur l'amiral, qui à ce moment-ci traversa à cheval Paris. La balle lui arrache le doigt et lui brise le bras. Coligny survit, mais il est grièvement blessé. Charles se rend à son chevet avec un visage de circonstance, feignant l'inquiétude et promettant de retrouver les coupables. En réalité, le roi bouillonne de rage, car l'attentat a échoué. Les investigations révéleront rapidement que le tireur était au service du duc de Guise, un des rapprochés de l'ancienne reine-mère Catherine de Médicis. Coligny, blessé, devient un martyr vivant, réunissant autour de lui tous les protestants présents à Paris. Dès lors, Charles comprend que l'échec de cet assassinat le place dans une position inconfortable. Les Huguenots, soupçonnant un complot royal, réclament justice et menacent de quitter immédiatement Paris. Catherine profite de cette situation critique pour convaincre son fils qu'il n'y a plus qu'une seule solution. La solution finale? Pas loin. Éliminer tous les chefs protestants présents à Paris. Face aux conséquences de son premier crime raté, Charles concède et accepte d'en commettre un bien plus grand. Craignant un soulèvement, il décide de réunir son conseil de guerre au Louvre. Il dresse la liste des condamnés. En tête y figure Coligny, qu'il faut achever. Puis viennent tous les nobles huguenots présents pour le mariage. Charles exige que l'opération soit menée avec une brutalité exemplaire, afin de terroriser définitivement les protestants. Catherine de Médicis est très certainement la principale instigatrice de tout ce chaos généralisé. Elle, qui bien plus tôt apprenait à son fils que la clémence était perçue telle de la faiblesse et que bon nombre de souverains furent renversés pour avoir épargné leur adversaire. Le jeune roi intégrera ses leçons à vie. À la suite de quoi, chaque chef protestant fut assigné à une équipe de tueurs spécialisés. Charles insiste sur un point. Aucun survivant parmi les leaders huguenots. Il faut entièrement décapiter le parti protestant français, et ce, en une seule nuit seulement. Vers 2h du mat, les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois donnent le signal. Coligny fut l'un des premiers à mourir. Les soldats du roi enfoncent les portes de la résidence où il est situé. L'amiral ne peut bouger étant alité, il ne peut donc s'enfuir. Un des hommes de Guise le poignarde, les soldats le transpercent de coups d'épée avant de jeter son corps à travers la fenêtre. Henri de Guise, présent sur les lieux, s'assure personnellement qu'il s'agisse bien de l'amiral de Coligny. Son corps est ensuite traîné tout le long de la rue, décapité et émasculé. Ce qui devait être une opération chirurgicale dégénère rapidement en un massacre généralisé. Charles n'avait pas prévu que la population parisienne se joindrait spontanément aux tueries. Dès que les bourgeois catholiques comprennent que le roi autorise le meurtre des protestants, ils se ruent dans les rues avec des couteaux, des haches ainsi que des barres de fer. Le roi aurait pu arrêter cette escalade, mais n'en fera rien. Depuis le Louvre, il observe l'embrasement de Paris. Ses conseillers lui rapportent que les massacres s'étendent à travers tous les quartiers. On tue maintenant des protestants ordinaires, des familles entières, des enfants. Charles écoute les rapports sans même sourciller. Il demande seulement que l'on lui confirme la mort de chaque chef huguenot préalablement mentionné sur sa liste. La violence devient d'une brutalité inouïe. Les tueurs éventrent les femmes enceintes, écrasent des bébés contre les murs et violent les filles avant de les assassiner. Ils jettent les corps dans la Seine, qui charrie bientôt des centaines de cadavres. Paris entier sent l'odeur du sang et de la mort. Charles, ayant écho des événements, ne manifeste aucun remords, aucun regret.
Au contraire, le roi semble découvrir une nouvelle dimension de son pouvoir. Il réalise qu'il peut déchaîner des forces destructrices d'une ampleur phénoménale. Entre 15 000 et 30 000 protestants, hommes, femmes et enfants, sont assassinés à travers tout le royaume de France. La nouvelle du massacre parisien se répand à travers tout le royaume. Dès lors, les gouverneurs de province comprennent le message royal. L'heure de l'extermination des Huguenots a sonné. Charles ne fait rien pour démentir cette interprétation. Bien au contraire, il envoie des lettres ambiguës qui peuvent être lues tels des encouragements. À Meaux, Orléans, Lyon, Rouen, les massacres reprennent selon le modèle parisien. Les autorités locales organisent des rafles méthodiques. Elles dressent des listes de protestants à éliminer, recrutent des milices catholiques afin de les exécuter. Charles reçoit tous les rapports de ces opérations provinciales. Il les lit attentivement et ne donne jamais d'ordre d'arrêt. Le roi développe une véritable comptabilité de la mort. Il fait tenir des registres précis du nombre de victimes, ville par ville, région par région. Il compare les performances des différentes provinces, félicite les gouverneurs les plus zélés. Certaines villes rivalisent de créativité dans l'horreur. À Toulouse, on brûle vif des protestants après les avoir torturés en public. À Bordeaux, on organise des noyades collectives dans la Garonne. Charles ordonnera l'arrêt immédiat des tueries, mais dépassé par l'acharnement des massacreurs, il ne pourra les empêcher. Le massacre de la Saint-Barthélemy choquera l'Europe tout entière. L'impact économique du massacre dépasse les frontières françaises. Les banquiers et commerçants protestants cessent leurs affaires avec la France. Les artisans huguenots français qui s'exilent créent une véritable concurrence avec les artisans français. Plus de 4 siècles après les faits, le massacre de la Saint-Barth conserve une résonance particulière, nous rappelant les dangers de l'intolérance. De même que les conséquences tragiques que peuvent entraîner la haine de l'autre. Elle montre comment des préjugés religieux peuvent se transformer en une violence extrême. Le massacre de la Saint-Barthélemy devrait servir de mise en garde contre les discours de haine ainsi que des stigmatisations collectives. Ce risque d'instrumentalisation politique du religieux. Le discours officiel l'a ainsi présenté telle une nécessité religieuse, justifiant l'injustifiable. Le massacre de la Saint-Barthélemy nous interroge enfin sur la responsabilité des élites face à la montée de la violence. Cependant, il nous reste à tirer des leçons du passé pour construire un avenir plus pacifique et respectueux des différences. Vous comparez des milliers en plus. Pardonnez-moi, déjà il y a la même religion, ce qui est quand même une différence fondamentale. Pas toujours. Je vous rappelle qu'on a un petit sujet protestant dans ce pays quand même. On a eu un sujet Alors, en fait, c'est pour ça qu'en fait on y arrive. Mais c'est pas du relativisme. Mais si, ça s'appelle. Mais ça s'appelle. Mais ce discours-là, en fait, c'est ce discours-là qui fait qu'aujourd'hui on en est là.